Chers esprits libres, bonjour à tous. Titre de ce chapitre, un nouveau récit pour l'humanité. Je vous accorde que c'est un titre un peu pompeux, voire grandiloquent. Mais je vais essayer de m'en expliquer au cours de cette vidéo. Pourquoi d'ailleurs ce titre? Pourquoi un nouveau récit? Eh bien, l'idée maîtresse provient de Yuval Noah Harari, l'auteur israélien d'Homo sapiens, un vrai succès mondial. Voici sa thèse centrale. Dans Homo sapiens, il nous raconte avec beaucoup de perspicacité que depuis sa révolution cognitive, il y a environ 70 000 ans, Sapiens devint maître et possesseur de la planète grâce au récit imaginaire, lui permettant de fédérer des coopérations de plus en plus importantes. Donc vous retrouvez le mot coopération qui est très important. Et c'est grâce à des récits imaginaires. C'est ce qu'il va d'ailleurs appeler l'ordre imaginaire. Alors c'est pourquoi révolution cognitive, on est plutôt du côté mental avec l'adjectif cognitive. Or l'imaginaire est plutôt du côté émotionnel et spirituel. Mais c'est ainsi qu'il le dit. Et donc ces coopérations, elles ont pris au début le nom de l'animisme, c'est-à-dire l'âme qui meut tous les vivants, l'âme du monde qui meut tout le monde entier, tout l'univers, sinon ce serait une carte postale. Puis on voit venir les religions polythéistes, puis les monothéistes. Mais il ajoute les droits de l'homme, les constitutions, les codes juridiques, l'ONU, l'OMS, mais aussi et surtout les différentes doctrines politiques et économiques. Pour Harari, nous vivons selon un ordre imaginaire déconnecté du réel. Et tout ce que nous avons inventé pour vivre ensemble est le produit de notre imagination. Une imagination, et je reviendrai sur cette partie de cette thèse, une imagination qui n'est pas ancrée dans le réel. Ces récits, aux formulations les plus diverses et originales, intervenant dans tous les domaines de la vie humaine, avaient et ont toujours un seul but officiel affiché, la recherche du bonheur de l'homme. Mais pas forcément pour tous les hommes, selon les époques. Les religions monothéistes excluaient les polythéistes païens, par exemple. Le libéralisme du XVIIIe siècle visait d'abord les riches propriétaires blancs, tout en excluant leur propre peuple, et ceux même des pays colonisés. Pour le communisme du XIXe siècle, un autre récit, les prolétaires allaient prendre le pouvoir contre la bourgeoisie. Et pour les nazis, qu'ils citent comme étant un des récits, et à juste titre d'ailleurs, il s'agissait de la race aryenne en excluant toutes les autres. Donc pendant que Sapiens prenait possession de la planète, les autres humains, les autres cousins, les autres frères, de la même espèce, comme Néandertal, Cro-Magnon, le Dénisovien ou l'homme de Florès, ont disparu sans explication. Il est à noter que dans la nature, étrangement, seule l'espèce humaine a éliminé tous les autres du même genre. Il ne dit pas, on ne sait pas pourquoi ils ont disparu, mais c'est étrange qu'ils aient disparu, puisque nous n'avons que des exemples contraires par ailleurs. Bref, on peut classer deux grands types de récits, les récits religieux et les récits laïques modernes, donc comme les droits de l'homme, la liberté, l'égalité ou la fraternité, voilà encore d'autres récits. Au regard de cette approche d'Harari, j'ai donc vu quelque chose de vrai, de profond. Tous ces récits imaginaires
utilise systématiquement les valeurs universelles gravées dans nos cœurs. Dit autrement, ces récits s'appuyaient, et s'appuient toujours, implicitement sur la dimension spirituelle de l'homme. C'est évidemment, vous le comprenez bien, ce qui m'a vraiment intéressé. Et quand même, si vous voulez, ce regard qu'il a eu, ce sens d'essentialiser, de généraliser l'ensemble de toutes nos inventions comme étant le produit de l'ordre imaginaire, de notre imagination, j'y ai donc vu quelque chose d'important dans la mesure où ils ont un point commun. Plus généralement, si on va chercher les mythes fondateurs, les légendes comme celle du roi Arthur par exemple, les contes qui ont fait le succès de Disney, ou encore les récits moralisateurs des fabulistes, ils ont tous contribué à nous enseigner les mêmes valeurs universelles. Pourquoi les parents lisent le soir à leurs enfants un conte ou une belle histoire? Pour éveiller en eux ces valeurs universelles, toujours gravées dans leur cœur. Pourquoi les happy end ont le plus de succès? Pour la même raison. Le triomphe du courage pour l'héroïsme, celui de la justice pour le bon roi Arthur que je citais, ou encore la victoire de l'amour pour les happy end. Prenons un exemple que nous avons tous vécu devant un film, donc une fiction. Lors d'un dénouement où la justice, l'héroïsme ou l'amour triomphent, qu'est-ce qui se passe? Une émotion monte en nous, parfois même avec quelques larmes. À titre personnel, un exemple. À chaque fois que je regarde L'homme au masque de fer, ok, c'est très infantile mon exemple, mais quand même, L'homme au masque de fer de Randall Wallace, il est sorti en 1998, je l'ai vu au moins 3 fois depuis. Eh bien systématiquement, alors je connais bien l'histoire, je verse de vraies larmes. Oui, des larmes de crocodile, mais des vraies larmes quand même. Alors que ma raison, c'est évidemment qu'il s'agit d'une pure fiction, écrite par Alexandre Dumas, et sans aucun fondement historique. Ni ma volonté, ni ma raison ne peuvent intervenir dans cette réaction émotionnelle sur fond de processus psychosomatiques. La cause est en effet une pure fiction, et l'effet somatique des larmes sans aucune logique rationnelle. Pourquoi? Pourquoi nous vivons tous ce type d'exemple émotionnel? Parce que le jeu symbolique, alors dans mon exemple de la dernière scène, évoque ou réveille en moi les valeurs universelles de courage et d'honneur. Je vous passe la scène, mais si vous allez le voir, ce film, vous verrez, c'est à pleurer. Participant au rituel d'un mariage, un autre exemple, même laïque, dans une mairie, au moment où les époux se disent « oui, je le veux », et ils s'embrassent, une émotion indépendante de notre volonté monte en vous. Après coup, votre raison pourrait vous chuchoter « tu ne vas tout de même pas pleurer parce que tes enfants se marient », mais seulement après coup. Tous ces exemples, d'une grande banalité, je vous l'accorde, dans nos vies quotidiennes, témoignent des deux versants de cette nature double qui habite en nous. Et surtout, ils témoignent de l'efficacité de cet ordre imaginaire. Quoi qu'il en soit, selon cet ordre imaginaire d'Harari, un récit est une belle histoire fabuleuse, mythique, enchanteresse, inventée de toutes pièces, jadis par les prophètes, puis par les philosophes, partant de l'animisme, donc passant par le religieux jusqu'au droit de l'homme. Mais tous ces récits mythiques furent récupérés par les élites du moment pour endoctriner les peuples, du moins depuis la chute néolithique. Je m'explique. Durant 60 000 ans environ, Sapiens vivait de manière
solidaire, égalitaire, exprimant une culture spirituelle, notamment avec ses peintures rupestres et ses rituels funéraires. Coopérant de mieux en mieux, nous dit Harari, il invente des religions permettant à sa dimension spirituelle de s'exprimer. D'où du reste aujourd'hui la confusion entre dimension spirituelle et fait religieux. Arrivé au XVIIIe siècle, la raison prend le dessus sur le religieux, mais garde et fonde la pensée des Lumières sur les mêmes valeurs universelles, la liberté, l'égalité, la fraternité, la dignité. Ce qui n'a rien d'étonnant, puisqu'elles ne font que s'appuyer sur notre propre nature. Plus encore, l'homme augmenté de demain par les biotechniques, qu'annonce à juste titre Harari dans son livre Homo Deus, cette fois, c'est le deuxième livre, n'inventera rien d'autre en termes de valeurs et de vertus, puisqu'elles sont présentes en nous depuis toujours et le resteront pour toujours. Cependant, depuis la chute néolithique, ces récits, devenant peu à peu nationaux, sont transformés en récits de façade récupérés par les élites pour contenir, à leur profit bien sûr, les peuples dans la pauvreté et la souffrance. Prenons l'exemple emblématique du récit chrétien en Occident, pas celui du Christ, mais celui des papes depuis Constantin, et ceci durant 1500 ans. Alors ça donnait à peu près ça, si Dieu vous a fait pauvre et souffrant dans ce monde, c'est pour mieux vous accorder un monde d'amour et fraternel dans l'autre. Dans cette attente, Dieu nous a fait puissants et riches dans ce monde. Récit dénoncé à juste titre par Nietzsche et Onfray par exemple. Rappelons que sous l'Ancien Régime, 97% de la population ne possédait rien. Je vous renvoie au livre de Thomas Piketty. Prenons maintenant le nouveau récit des Lumières. Lorsque le récit religieux ne fonctionnait plus, ça donnait « tous les hommes naissent », c'est important le « naissent », libres et égaux. Vous voyez, le récit était fondé sur la nature de l'homme. C'est-à-dire, il s'agissait d'un tout nouveau récit, mais toujours fondé sur les mêmes valeurs universelles. Certes, la vie quotidienne est bien meilleure pour le citoyen de démocratie aujourd'hui que pour celle du sujet du roi sous l'Ancien Régime. Mais remarquez, encore une fois, qu'il a été, ce récit du XVIIIe siècle, lui aussi récupéré par les élites de siècle en siècle pour asservir les peuples. Et c'est encore évident aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, et c'est là où la thèse d'Harari est vraiment intéressante et subtile, c'est que d'une part, tous les récits, qu'ils soient religieux, laïques ou autres, tous illustrent indéfectiblement les valeurs universelles gravées au cœur des peuples. Et pour cause, sinon tous ces récits ne fonctionneraient pas. Si un jour vous écoutez un récit qui n'est pas fondé sur des valeurs, alors un récit politique, un récit économique, et qui ne sera pas fondé sur ces valeurs, vous n'y croirez pas. C'est ça que je vais vous montrer. C'est qu'en fait, tous ces récits fonctionnent, qu'ils soient apparemment très sérieux, le libéralisme, le capitalisme, le communisme, très sérieux, ou des contes et des légendes qu'on raconte à nos enfants. Toute cette panel de récits, c'est ça que j'ai trouvé assez fantastique, et ça les justifie, sont fondés sur les mêmes valeurs universelles gravées dans nos cœurs. Sinon, tous ces récits ne fonctionneraient pas. Mais, d'autre part, comme ça fonctionne, et pour cause, les élites de toutes époques s'arrangèrent pour les récupérer aux fins de dominer. Un récit, en fait, le récit selon Harari, possède donc deux facettes. Sa belle histoire bienveillante, systématiquement fondée sur la nature profonde de l'homme, et à l'inverse, sa mise en pratique malveillante par les élites depuis l'appropriation des richesses au néolithique. Avant, non. Avant la chute néolithique, non, il n'y avait pas de malveillance.
Que cela soit l'exemple du Christ, Montesquieu ou Marx, ils rêvaient d'un monde fraternel pour tous. Que cela soit le libéralisme du XVIIIe siècle ou le communisme du XIXe, ils ont été pensés à l'origine au profit de tous. Puis, à chaque époque, ils ont été récupérés par les élites à leur profit. Et c'est encore pourquoi les récits actuels, comme l'endoctrinement islamiste, fonctionnent jusque dans sa forme terroriste. Il importe avant de poursuivre que je vous signale que notre auteur, donc Harari, ne serait pas en accord avec cette analyse. Son ordre imaginaire ne s'enracine pas dans le réel. Pour Harari, le réel n'est autre que notre biologie. Notre imaginaire n'est pas inscrit dans nos gènes. C'est là où nous avons, vous l'aurez compris, un désaccord. Puisque mon hypothèse, c'est l'hypothèse d'un cœur à la fois métaphorique et biologique, dans lequel seraient gravées ces valeurs universelles qui justifient, qui permettent cet ordre imaginaire, qui permettent d'avoir une imagination qui fait que nous avons inventé, créé de toutes pièces toute notre organisation humaine, politique, économique, philosophique. Même l'argent est un récit symbolique, c'est une fiduciaire, c'est-à-dire qu'on lui fait confiance, voyez. Donc bien sûr, mon hypothèse biologique, psychobiologique, s'oppose radicalement à sa propre thèse. Mais la première partie de sa thèse, je la trouve fabuleuse. Cependant, ma propre analyse, à partir de celle pertinente donc d'Harari, m'a paru fondamentale pour envisager l'avenir. Et oui, il nous faut un nouveau récit. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas adopter le récit original? Il est vieux comme le monde et présent en nous depuis toujours. Au final, pourquoi continuer à opposer le mythos au logos? Dès que vous êtes en terminale en philosophie, mythos contre logos, grâce à Platon, qui lui défendait le logos, alors qu'il a fait sur 28 dialogues une quinzaine de mythes. Mais ça, ils n'en parlent pas, les profs de philo en terminale ou ailleurs, même en fac. Mais on aime bien opposer le logos au mythos. Mais non, comme opposer la raison à la passion. Mais non, marions-les et unissons notre destin de sapiens derrière un récit à la fois rationnel et passionnément irrationnel. À titre d'exemple, face au vide laissé par le récit libéral, toujours Harari, un fervent incroyant, invite l'humanité à écrire urgemment un nouveau récit si elle veut affronter les défis gigantesques du monde de demain. Sinon, ce nouveau monde décrit par Harari, comme infotech et biotech, fera de l'élite mondiale des hommes augmentés face à des peuples diminués, sans emploi et en grande majorité des inutiles, comme Harari les nomme. Vous voyez l'enjeu. Et voyez pourquoi j'ai pris ce titre, un nouveau récit, pour l'humanité, à l'adresse de l'humanité. Mais un autre exemple, Emmanuel Todd, un autre incroyant, dans la conclusion de son excellent dernier livre, La lutte des classes en France au XXIe siècle, espère, dit-il, une nouvelle, je cite, quasi-religion morale. Lui aussi, comme Harari, constate la faillite du récit libéral. Michel Onfray, comme vous savez que j'adore, encore un autre incroyant, faisait le même constat. De son côté, veut croire à l'ancien récit souverainiste, s'opposant à l'Europe de Maastricht. Un monde proudhonien, libertaire, où régnerait la coopération des hommes, la mutualisation des forces, suivant les valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité, et il ajoute à ces valeurs de laïcité et du féminisme. Mais voilà encore à nouveau les mêmes valeurs universelles. Mais un récit nationaliste a-t-il une chance de prospérer dans un monde globalisé où la finance mondiale dirige et s'impose aux politiques nationales?
je pense qu'il envisage une sorte de souverainisme fédéral avec les autres pays. Par ces exemples, je voulais vous montrer que tout le monde cherche ce nouveau récit, ce fameux récit. Quoi qu'il en soit, face à ce nouveau récit, cet éventuel nouveau récit, que je nommerais personnellement bien volontiers au cœur des peuples. Et on comprendra bien d'où je sors ce nom éventuel, au cœur des peuples. Il importe de signaler le récit néolibéral d'aujourd'hui, issu de l'élite mondiale, et je prends l'exemple depuis 2015, un récit cette fois-ci bien matérialiste, The Global Goals, que l'on pourrait traduire simplement par objectif mondial, avec 17 objectifs, vous le trouvez sur Internet, c'est très facile, tous apparemment bienveillants et au profit de tous. Cependant, l'histoire a montré qu'il fallait quand même rester prudent face aux intentions cachées des élites. Certes, nous allons inexorablement vers un monde technologique, biotechnologique, doté d'une IA, d'une intelligence artificielle, comme le souligne Harari. Vous vous souvenez, infotech, biotech. Mais prenons par exemple celui du Covid-19 pour lequel Global Goals diffuse une heureuse vidéo présentant cette opportune pandémie comme un portail, c'est-à-dire une porte entre l'ancien monde et le nouveau monde, bien meilleur selon eux. Faut aller le voir. Cependant, que vivons-nous actuellement face à cette pandémie? Un monde où les élites entretiennent la peur et où il s'agit de troquer nos libertés, notre sens de l'égalité et de fraternité contre notre santé. Il y a quelques jours, la contre-réforme des retraites tant contestée en 2019 vient d'être votée en douce par le Sénat. C'est du moins ce qu'affirme le site de Mediapart du 15 novembre 2020. Nous sommes le 22 novembre. Je prends un autre exemple, celui du documentaire de 2h43 portant le nom de Hold Up, Retour sur un chaos, par le réalisateur Pierre Barnerias. Il a eu un succès populaire immédiat, mais immédiatement aussi taxé par les médias de complotiste. Pourquoi le Remdesivir a reçu les autorisations nécessaires, qui a été acheté par l'Europe, 500 millions, j'ai pu le voir quelque part, donc a été acheté par l'Europe, contrairement aux études scientifiques, et reconnu étrangement plus tard par l'OMS, quelques jours plus tard. Pourquoi l'hydroxychloroquine est-elle en même temps criminalisée alors qu'elle semble efficace? Et bien d'autres questions que le citoyen se pose légitimement face à ce merveilleux monde qu'ils nous promettent. Il est pourtant aisé de comprendre que l'afflux d'informations contradictoires alimente le complotisme dans nos esprits, au point que 3 journalistes chevronnés se sont révoltés et ont tenté de poser les bonnes questions dans ce documentaire Hold Up. Bon, il y aurait plein d'autres exemples, mais voilà quelques exemples où le joli récit du monde de demain de Global Goals ne correspond pas vraiment aux faits actuels. Plus généralement, le dernier grand récit en date, celui qui a conquis la planète, s'avère être le capitalisme libéral. Tous les gouvernants de ce monde, tous, ont fini par adhérer à cette pseudo-équation croissance égale bonheur. Même la Chine. Mais Harari constate que les peuples ne croient plus à la chansonnette du libéralisme, car la croissance n'est bonne que pour les élites, comme toujours, et les heureux de la mondialisation, environ 30% des populations. C'est pourquoi tous les résistants au libéralisme économique, qui eux ont une vision, un amour pour les peuples, recherchent une nouvelle idéologie politico-économique, un nouveau récit, mais en vain. Or, si la thèse du récit d'Harari est juste, et je crois qu'elle est juste, que serait un vrai récit, un vrai nouveau récit,
Un récit politico-économique, bien sûr, réaliste, oui, et réalisable, oui aussi, au profit de tous. Bref, une utopie réaliste. Un récit capable de fédérer le destin de chaque peuple, puis tous les peuples ensemble au-delà des frontières. Plus encore, ce récit doit se fonder sur la nature psychobiologique de l'homme pour qu'il soit crédible. Il faut qu'il soit fondé sur notre propre nature. Mais sa caractéristique la plus importante revient à l'espoir qu'il doit susciter. Certes, il doit être porté par un langage rationnel, mais sa structure doit être irrationnelle au sens où je l'ai largement défini ailleurs. C'est la foi dans l'espoir d'un monde d'amour altruiste que ce récit rationnel doit porter en lui. Vous le sentez, le voilà, le mariage du mythos et du logos. Depuis toujours, d'ailleurs, c'est la foi, l'espérance et l'amour au sens de charité, donc l'altruisme, qui sauvera l'humanité, donc celle d'aujourd'hui et celle de demain. Autrement dit, je vous parle des 3 vertus théologales que je viens de citer, donc incarnées dans les 4 vertus cardinales, la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice. Rien que ça, rien que ces 7 vertus sont suffisantes pour amorcer un nouveau récit. Et elles sont gravées en nous depuis toujours. Ceci étant posé, abordons à grands traits ce nouveau récit qui, vous l'aurez compris, n'est autre qu'une synthèse des réflexions que j'ai partagées avec vous tout au long de ce travail. Il s'agit en fait, dans un premier temps, d'un pacte national. Et pour le dire avec la langue internationale, The Communion Act. Voilà ce que nous avons. Voilà le pacte spirituel, laïque, fédérant un destin commun. Regardons donc ensemble ce destin de l'humanité, passé et à venir. Je repars de la révolution cognitive, que j'appellerais plutôt spirituelle, il y a 70 000 ans. Puis la révolution agricole, il y a 12 000 ans. Enfin, la révolution industrielle, il y a 500 ans. Nous pourrions l'appeler la révolution spirituelle du XXIe siècle. Il faut vous dire que dans mon esprit, c'est plutôt le 22e siècle. Il va bien nous falloir un siècle pour y arriver. Mais puissais-je avoir tort? Elle se fonderait donc, si vous la partagez, sur la présence en l'homme depuis toujours d'une dimension spirituelle, lui conférant une nature double. C'est le fondement ontologique. Cette dimension spirituelle serait ancrée au cœur de sa biologie, dans laquelle est gravée en lettres d'or depuis toujours les valeurs universelles de l'amour altruiste. Chasseur-cueilleur, Sapiens était déjà altruiste par nature. Puis, à la révolution agricole, ce que j'ai appelé la chute néolithique, il a expérimenté durant 12 000 ans, jusqu'à aujourd'hui, les pires formes possibles de l'égoïsme, jusqu'à l'Holocauste nazi et bien d'autres. Plus jamais ça, pensons-nous, sans se douter que peut-être le pire est encore devant nous. Ce nouveau récit serait entre autres celui d'une sorte de religion de l'amour, une religion spirituelle, laïque, laissant ainsi à chacun le choix personnel d'un Dieu ou pas. Cesser les guerres de religion ou de civilisation s'avère bien évidemment déjà la première condition d'un monde de paix. Sa philosophie ne serait plus celle de l'amour de la sagesse, je l'inverse, mais la sagesse issue de l'amour. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Ce renversement n'est que le rétablissement d'une lecture étymologique habituelle. En effet, le mot philosophie, philein sophia en grec, est le seul mot lu de gauche à droite, c'est-à-dire dans le sens profane comme on écrit ici. Pas en arabe et pas en hébreu. Et pas, je crois, dans l'écriture hindouiste. Alors que tous les autres vocables ayant une double racine grecque sont lus dans le sens sacré, de droite à gauche, comme géologie, science de la terre, ou psychothérapie, soigner l'âme,
Thérapeutes en grec veut dire prendre soin de l'âme. Voilà comment, en mots simples, je proposerai dans ce nouveau récit cette philosophie, la sagesse issue de l'amour. Cette sagesse issue de l'amour réside donc dans ce principe universel naturel consistant à marier les contraires. Et plusieurs fois que je vous en parle, pour en faire des altérités complémentaires. Tout ce qui s'oppose en nous, tout ce qui vient s'entrechoquer en nous, on peut les marier et on se sort de l'impasse qui est en nous, qui sont toujours des impasses émotionnelles. Toute la nature respecte ce principe universel, à l'image du fonctionnement d'un atome, avec son noyau positif et ses électrons négatifs. C'est encore ce principe universel qui est au fondement de l'évolution, comme le mariage du mâle et de la femelle, du sodium et du potassium dans nos neurones, ou du positif et du négatif dans le courant électrique. Son principe de liberté n'est plus un combat des volontés individuelles, mais un consentement mutuel des volontés à ouvrir ensemble des nouveaux champs de libération, mais sans jamais augmenter la misère du monde. À chaque fois, j'ai fait un chapitre, je vous résume en synthèse, si vous voulez, les chapitres qui ont été faits. Le principe d'égalité maintenant, de cette sagesse issue de l'amour, n'est plus une recherche illusoire d'un égalitarisme entre tous, mais une fonction d'équité, une constante sociale, où chacun tente de son mieux d'apaiser les inégalités sociales autour de lui, en participant à des hiérarchies bienveillantes. On a fait 2 chapitres sur ce sujet. Ainsi, des hiérarchies bienveillantes, au sein de ces hiérarchies bienveillantes, la relation humaine universelle, un autre chapitre, fondée sur le don et l'accueil réciproque, régnera entre tous les hommes. Son principe de fraternité maintenant, jusqu'ici plutôt inexistant, faut bien dire, consistera pour chacun de faire l'effort de se convertir à un altruisme étendu. Je vous renvoie à Mathieu Ricard et Dalai Lama, ou encore à l'altruisme ouvert, je vous renvoie à Bergson, baignant sur tous les vivants de la planète. Son principe de dignité, seule égalité naturelle, et pour cause, puisqu'elle résulte, du moins selon moi, de l'inscription des valeurs universelles dans chaque cœur biologique, chez tous les nouveau-nés de toute l'humanité. C'est pour ça que nous sommes frères. Elle est là, notre fraternité, dans cette dignité. De cette reformulation des 4 principes qui fondent les démocraties de demain naîtra une authentique, enfin, écologie, actuellement mortifère pour tous les vivants. Il faudra passer par là pour effectivement pouvoir penser et agir pour une réelle écologie. Rendre donc la dimension spirituelle à l'homme n'est pas une religion au sens commun du terme, même si j'ai parlé de religion de l'amour. C'est la reconnaissance de sa véritable nature ontologique depuis toujours. C'est alors lui restituer sa volonté et son libre arbitre illimité, cause de même. La schizophrénie sociale, entre les thèses des neurosciences n'accordant qu'au cerveau la seule autorité, et celle des politiques qui nous lavent la cervelle en nous faisant croire qu'ils auraient, eux, la volonté de travailler à notre bonheur, doit cesser. À ce titre, les neurosciences devront revoir leur copie, les politiques aussi d'ailleurs. Nous, les sapiens d'aujourd'hui, devons unir nos volontés afin de sauver notre planète. Voilà le seul réel d'aujourd'hui. Et le seul réel de demain consiste à bâtir ce nouveau monde, certes infotech et biotech, mais où régnera l'altruisme authentique. Si le futur surhomme, le augmenté de capacités cognitives, là c'est vraiment des capacités cognitives dont Harry parle, et d'allongement de la durée de vie, car c'est ce qui va arriver. Si donc ce surhomme reste égoïste, alors Homo sapiens, au lieu de devenir Homo Deus, s'autodétruira. Comment? C'est simple. La majorité de l'humanité laissée pour compte, les inutiles, dans la misère,
anéantira la minorité profitant des nouvelles biotechnologies et de leur confort. Ainsi, le libéralisme de demain sera, ou ne sera pas, mais il sera altruisme et spirituel. Et le capitalisme ne sera plus sauvage et cannibale, mais coopératif. Nous ne fonctionnons que sur du capitalisme. Et ça, je vais revenir dans la prochaine vidéo. Vous voyez, je ne change pas le libéralisme, qui contient liberté. Je ne change pas le capitalisme, mais auquel je mets un épithète coopératif. Et ce capitalisme coopératif permettra de faire que les bénéfices des entreprises seront partagés équitablement entre le capital social et le capital travail. Je ne vois pas comment s'en sortir autrement que par cette coopération équitable. La loi naturelle de coopération, j'en ai fait un chapitre également, organisera le monde du travail et des nouvelles activités humaines conformément à sa véritable nature double. En effet, toute notre biologie fonctionne par coopération de chaque cellule, de chaque organe, c'est-à-dire de manière altruiste, les unes envers les autres. Voilà le modèle naturel que nous devrions suivre et fonder donc notre nouveau récit, ce nouveau récit. La croissance ne sera plus une croissance du PIB au profit d'une minorité, mais la croissance du bien-être des peuples. Et aujourd'hui, ça se mesure. La propriété ne sera plus illimitée comme actuellement, mais contenue dans des limites raisonnables, dans un monde en effet aux ressources limitées. Rappelons avec Rousseau que la terre n'appartient à personne et les fruits sont à tous. La spéculation, là encore illimitée, cessera d'appauvrir la majorité au profit d'une minorité. Cette spéculation ne sera plus. Rappelons que le caractère illimité de la propriété, de la spéculation et de la libre concurrence du travail, l'ubérisation, s'oppose aux valeurs de toute démocratie puisque l'illimité s'avère incompatible avec les principes d'égalité, de liberté, de fraternité. Je vous renvoie au premier, dans les premiers chapitres. D'un certain point de vue, ce récit que je viens de vous proposer n'est pas si nouveau. Je suis bien d'accord avec vous. Il est du reste celui des premiers monastères, il y a 1500 ans. Vous remarquerez que les premiers papes qui se sont comportés comme des tyrans, ça a commencé il y a 1500 ans. En réponse à cette dictature papale, il y a eu les premiers monastères. Qu'ils fussent chrétiens ou bouddhistes d'ailleurs, c'est à peu près la même époque. Des hommes se sont rencontrés, je ne dirais pas que se sont enfermés parce qu'ils n'étaient pas enfermés, ils n'étaient pas cloîtrés sans relation avec l'extérieur. Non, 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 bien sûr que non. Mais ils protégeaient ces valeurs universelles, qui étaient le creuset de leur foi, bouddhiste ou chrétien, ou d'autres exemples. Je vais juste vous montrer que là encore, c'étaient les valeurs universelles, toujours les mêmes valeurs qu'ils protégeaient dans ces monastères, en opposition au débordement des papes. La philosophie de ce récit, œcuménique, si je puis dire, me semble très proche, tant du bouddhisme du Dalai Lama, comme de l'hermétisme en Occident ou du soufisme en Orient. Ce nouveau récit possède donc des racines ancestrales, c'est ça que je veux vous montrer. Ce qui n'a rien d'étonnant puisque le cœur des hommes porte depuis toujours les valeurs et les vertus universelles. Il est peut-être nouveau dans la mesure où j'ai renversé la conception habituelle de la philosophie, de la sagesse, marier les contraires. C'est simple, la sagesse c'est très simple. Vous avez une opposition en vous, vous mariez les contraires. Évidemment, cette opposition fait écho à une opposition extérieure. Eh bien oui, il faut se rencontrer, il faut faire des compromis et il faut marier la demi-vérité en face avec notre propre demi-vérité. Mais c'est tout autre chose, ça, que peut-être je ferai un jour.
Donc j'ai renversé cette conception habituelle de la philosophie, de la sagesse et des notions d'égalité, de liberté, de fraternité, de dignité, pour les ancrer dans notre biologie. À cet égard, d'ailleurs, si des chercheurs s'emparent de cette hypothèse psychobiologique spirituelle, ils trouveront nombre d'expérimentations permettant de la confirmer. Voilà donc les grandes lignes, en quelques mots simples, d'un nouveau récit issu de la nature double d'Homo sapiens depuis toujours, à la fois organique et émotionnel, à la fois substance matière et substance esprit. Cette dimension spirituelle restituée, l'Homo Deus d'Harari pourrait établir demain une destinée commune. Ce nouveau monde, infotech et biotech, aujourd'hui effrayant, sera demain simplement fascinant. Mais si et seulement s'il devient spirituel et altruiste envers la planète et tous ses vivants. Cependant, pour terminer, voici une question. Comment organiser une nouvelle société de telle sorte que les élites nationales et mondiales ne détournent plus ce nouveau récit, qui est très vieux, donc vous l'avez compris, en vue d'asservir une fois de plus les peuples, comme elles l'ont toujours fait? Voilà la question. Eh bien, cette question, nous allons nous la poser dans le prochain dossier. Évidemment, ce prochain dossier s'appelle « Au cœur des peuples ». En fait, dans ce chapitre, nous avons vu la théorie, si vous voulez, d'un éventuel nouveau récit. Et dans l'autre, nous allons voir la pratique, comment concrètement, de manière pragmatique, on peut mettre en place ce nouveau récit. Je vous remercie.